Salut à tous, c'est Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Alex Mahoudo. Salut. Salut. Alors je te propose peut-être pour commencer pour les auditeurs et les auditrices de te présenter un petit peu pour les personnes qui te connaissent pas. Ouais, moi je m'appelle Alex Mahoudo. Voilà, je suis dans la vie, je travaille dans un laboratoire de sciences sociales qui s'intéresse aux questions urbaines. Ça n'a aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Mhm. Et à côté de mes travaux qui sont plutôt orientés sur la science politique, j'ai un doctorat en sciences politiques. J'ai Mhm. travaillé sur les mouvements sociaux et la dimension géographique de ces mobilisations. J'ai un compte Twitter qui s'appelle Pandolf Strocknis, qui était à l'origine sous mon vrai nom, puis qui est passé sous pseudonyme quand j'ai commencé à donner des cours à l'université, parce Ok. que j'avais pas envie que mes étudiants se sentent intimidés entre guillemets par mes orientations politiques. Je voulais qu'ils puissent rentrer dans la salle de cours libres de toute pression. Mhm. Et sur ce compte, depuis plusieurs années, je suis occasionnellement, je décrypte et je débunk et je critique les paniques morales en rapport avec la gauche à l'université. Et ça s'est transformé en bouquin qui s'appelle La Panic Walk, anatomie d'une offensive réactionnaire, et qui vise à décrypter un peu ce qui s'est passé autour du mot de wokisme depuis 2021 à peu près. Mhm. Super. Et on a, je pense, une bonne partie de notre public qui suit d'ailleurs ton compte Twitter et qui te connaît, je pense, mais qui ne connaissait pas C'est un probablement plaisir. ton vrai nom. Donc, c'est vrai que c'est bien de rappeler. Et je t'ai laissé citer le nom de ton Twitter parce que je ne savais pas moi-même comment ça se prononçait. Donc, je préférais attendre que tu dises toi-même. Ça ne sait jamais. OK. Génial. Mais donc, est-ce que peut-être tu pourrais nous dire en quelques mots d'où t'est venue l'idée de bosser sur ce sujet finalement? Alors moi, c'est venu biographiquement au départ. Ce qui s'est passé, c'est que pour des raisons qui sont tout à fait sans intérêt, je me suis retrouvé en 2013 à partir en doctorat au Royaume-Uni. OK. Et au début, j'étais dans la ville de Durham, en fait, qui est au nord du Royaume-Uni. Durham, c'est une université qui est, si tu veux, tu as Oxford, Cambridge, qui sont les deux universités très connues. Puis en dessous, tu as tout un ensemble d'universités qui sont juste après Oxford et Cambridge. Alors moi, j'y ai été accepté, non pas parce que j'étais particulièrement doué, mais parce que j'ai eu du pot, en fait, hein. Et donc, j'ai commencé à travailler là-bas. C'est une petite ville universitaire, il s'y passe pas grand-chose et j'ai copiné avec les gens du groupe féministe en fait sur place, l'association féministe de Durham. Euh, et puis en fait en 2014, à la fin de ma première année de thèse à peu près, il y a un monsieur qui a été invité sur mon campus pour parler dans le cadre de ce qu'on appelle la Student Union, c'est-à-dire le club de débat. En fait, c'est assez prestigieux, hein, les Student Unions au Royaume-Uni. Et ce club de débat a organisé un débat sur l'année. Je crois que c'était en mars pour l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, des droits des femmes, excusez-moi. Mhm. Et pour ce débat, ils n'avaient rien trouvé de plus intelligent à faire que d'inviter un député européen d'extrême droite qui s'appelle Gottfried Blum, Ouais. qui n'est plus député européen Mhm. et qui était connu pour un truc à l'époque, c'est que c'était un antiféministe radical. C'est-à-dire quand je dis qu'il était antiféministe radical, j'aime bien citer cette citation de lui qui est authentique, qui est qu'il disait moi je me bats pour les droits des femmes, notamment les femmes du Yorkshire. Qui attendent leur mari avec un bon plat chaud à la maison le soir quand il revient du travail. Donc c'était quelqu'un qui tenait ce genre de propos. C'était pas exactement, enfin c'était du sexisme vraiment Mhm. façon à l'ancienne quoi. Et donc ils avaient invité ce monsieur pour un débat dont le thème était alors, les débats des student unions, en fait, c'est une phrase et il faut débattre pour contre. Et la phrase, c'était This is a women's world, c'est-à-dire, c'est nous sommes dans un monde dirigé par les femmes, dans un monde qui appartient aux femmes. OK. Et face à ce monsieur, il y avait la présidente du fameux club féministe de Durham qui allait pour porter la contradiction, courageusement d'ailleurs, Mhm. parce que elle s'est prise des remarques et des insultes sexistes pendant tout le débat. Et nous et quelques étudiants et étudiantes surtout étions dehors en fait à manifester contre la venue de ce monsieur. Et moi, ma position déjà à l'époque consistait pas à dire que refuser en fait la venue de ce type de personnage sur le campus était une atteinte à leur liberté d'expression. C'était ça qui nous était reproché, dans la mesure où Gottfried Bloom, il était député européen, il avait accès à toutes les plateformes en fait possibles, et que là en fait ce qui avait été organisé, c'était pour moi, de mon sens, au contraire une réduction de la liberté du champ du débat possible sur le campus, parce que pendant ce temps, on n'avait pas un débat sur des sujets un petit peu plus sérieux avec des gens qui eux n'avaient pas l'occasion
l'occasion d'aller tous les 4 matins à la télévision ou à la radio pour exprimer les conneries qu'il pensait du mouvement féministe. Et donc, ça n'a pas marché, hein. Il a fait son débat, il était très content d'avoir l'occasion d'avoir quelques étudiants qui manifestaient contre lui. Déjà à l'époque, il avait dit, voilà, on essaye de me censurer, ça avait fait son petit effet chez ses supporters. Et c'est de là en fait que tout ça s'est développé, parce que en 2014, on est pour les gens qui s'en souviennent en plein cœur en fait de la période antiféministe sur Internet. On est sur le point de voir exploser le phénomène du Gamergate, qui a pris ses origines notamment aux États-Unis, mais via divers médias sociaux. On est sur le point de voir commencer à émerger les 2 grosses campagnes menées par la droite en fait au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui sont la campagne pour le Brexit et la campagne surtout pour l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui a mis en avant en fait l'antiféminisme de ce candidat, et de voir en fait cette forme particulière de militantisme en ligne qui repose sur le fait de ridiculiser les féministes, et notamment ridiculiser les féministes des campus universitaires. Et moi, je me suis retrouvé à m'intéresser à ça petit à petit et à voir en fait ces polémiques se multiplier, avec une sorte de de point d'orgue en fait qui a été l'année 2017, juste après l'élection de Donald Trump, quand un ensemble de phénomènes, et notamment les événements du campus d'Evergreen, c'est-à-dire cette manifestation antiraciste à l'origine qui a dégénéré quand un professeur, Brett Weinstein, a été alpagué assez violemment, hein, il faut le dire, par des étudiants. Il s'avère que Brett Weinstein, depuis, s'est révélé pour être un charlatan et un manipulateur anti-vax, complotiste et tout ce que tu veux. Donc, d'une certaine façon, rétrospectivement, ça avait pas l'air d'être quelqu'un d'extrêmement sympathique et honnête lui-même, mais enfin bon, ça justifie pas de l'alpaguer violemment. Et donc ce truc-là, en fait, est devenu une polémique assez énorme sur Internet, puis c'est ensuite transféré en France, où on avait déjà des débats similaires depuis un moment, hein, les campagnes contre les têtes d'œufs de la fac qui veulent interdire la liberté de débat, notamment en ce qui concerne les dominations et les inégalités sociales, c'est pas nouveau. Et donc moi j'ai continué à suivre ce truc-là, à voir ensuite cette polémique enflée, s'importer des schémas narratifs en fait venir. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, de comment tout ça fonctionne autour de schémas narratifs qui sont relativement stéréotypés en réalité. Et puis à critiquer en fait notamment le fait que assez vite il s'est avéré qu'on avait affaire à de la production de fake news, c'est-à-dire d'affaires qui étaient présentées sous un angle qui était mensonger ou qui était erroné, des débats ou des conflits locaux dans lesquels on donnait la parole en fait qu'à une seule des 2 parties, et quand on regardait les faits de façon un peu plus approfondie, tout ça était beaucoup plus complexe, des positions qui étaient entièrement caricaturées. Et pour avoir suivi la campagne de Trump, je savais que ça c'était en fait une façon de militer. Alors ça a fini comment? Ça a fini quand début 2021, on commence à entendre le terme de woke se multiplier dans les médias français, juste après l'importation d'un autre terme qui était cancel culture, qui a été beaucoup utilisé à la suite des mobilisations antiracistes de 2020. Et moi, quand j'écris les notes de blog qui sont ensuite devenues le bouquin, ce qui m'intéressait, c'était ce phénomène. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a une explosion véritablement qu'on voit médiatiquement, qu'on voit éditorialement. Je me suis beaucoup intéressé notamment à une maison d'édition qui s'appelle les éditions de l'Observatoire, qui sont une maison d'édition assez activiste, pas activiste dans le sens où ils appartiennent à un parti, mais qui sont activistes dans le sens où ils balancent comme ça énormément d'essais qui vont globalement dans le même sens idéologique et qui vont un peu essayer de faire le coup médiatiquement. Et en me demandant qu'est-ce que ça veut dire que d'un seul coup, autant de gens deviennent experts en wokisme, experts en politique des campus américains, qui est quand même un sujet qui intéressait pas grand monde précédemment, et se mettent à écrire dans tous les sens à ce sujet. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir parmi les lecteurs de ces 3 petites notes de blog qui sont encore disponibles sur mon Medium, même si je suis revenu pas mal dessus parce qu'il y avait des trucs que je disais dedans qui étaient juste des textes que j'avais pas assez bien lus et que j'avais pas bien compris et qui étaient des conneries en fait, et sur lesquels je reviens complètement. Notamment, je fais référence à ce que je dis sur le travail,
d'Alain Beer sur les comment dire sur la classe d'encadrement dans la troisième note de blog. C'est vraiment, j'ai rien compris à l'époque à ce que disait Alain Beer, et c'est seulement en relisant son travail je me suis dit non, t'as dit des conneries. Mais parmi mes lecteurs, j'ai eu Sébastien Chauvin, qui est responsable de collection à Textuel, et qui m'a contacté en me disant écoute, est-ce que tu veux développer ce travail sous la forme d'un bouquin? On a négocié, j'ai demandé que ce soit quelque chose d'un petit peu plus académique que les notes de blog, et du coup c'est parti en avant, et du coup de juin 2021 à février 2022 à peu près, c'était ce que je faisais. J'essayais de comprendre aussi d'un point de vue historique et sociologique ce qui se passait là-dedans, et ça a donné donc ce petit livre. Ok, super, merci pour l'introduction et le contexte. Et donc, du coup, tu étais en Amérique à cette période-là, et tu es rentré quand alors après? Alors moi, j'étais pas aux États-Unis, j'étais au Royaume-Uni. Ah oui, pardon, au Royaume-Uni, pardon. J'ai fait 4 ans de thèse au Royaume-Uni, 2013, 2017. Et puis, je suis revenu en 2017. Alors, j'ai été 2 ans à Durham, 2 ans à King's College à Londres, parce que mon directeur de thèse a été recruté à King's College et il a demandé que je vienne avec. Okay. Et puis, j'ai fait 1 an à peu près pour faire mon terrain, en fait, parce que j'ai fait un travail de terrain pour ma thèse qui se passait à Beyrouth, et donc sur ces 4 ans au total, j'en ai passé 1 au Liban à faire du coup mon terrain de thèse. Je suis revenu en 2017, voilà, et puis là c'était voilà, c'est justement à ce moment-là que c'est marrant, parce que j'ai presque amené la polémique dans mes bagages avec moi, quoi. Elle a vraiment commencé à percer, à se développer vers cette époque-là. Ouais. Cela dit, il y avait déjà des précédents, quoi, encore une fois. Ok, super. Bien. Donc, peut-être qu'on peut passer du coup un peu à la présentation de ton livre et au contenu du livre, enfin au contenu de ta recherche. Ah ouais, avec plaisir. Ouais, tout à fait. Alors, mon livre, c'est pas un livre de recherche. Je tiens à le préciser dans l'introduction. Hein, je marque en note de bas de page que même si moi j'ai fait des sciences sociales, c'est pas un essai de sciences sociales. C'est un livre, ce qu'on appelle un livre d'intervention, hein, c'est-à-dire où une personne issue du monde de la recherche, en l'occurrence, même si je suis pas titulaire, prend position dans un débat contemporain. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appliquer une certaine rigueur, et moi, j'ai essayé d'aller chercher des théories en sciences sociales, des théories sociologiques, des travaux en histoire, un petit peu de travail en communication et en analyse de la rhétorique et des discours, notamment réactionnaires, pour pas dire complètement des bêtises, parce qu'il faut dire que le monde des essais, c'est un monde où c'est souvent des personnes qui disent c'est vrai parce que je vous le dis, hein. Et donc, j'essaye de me situer un peu entre les deux, c'est-à-dire entre faites-moi confiance parce que c'est moi qui suis très futé et qui vais vous dire la vérité, et un travail qui serait un travail académique. Alors, mon travail, en gros, comme je l'ai dit, il part de ce mot woke, du fait qu'il a explosé, du fait qu'il a été au cœur de tout un tas de polémiques. Et en fait, moi, j'ai essayé de pas rentrer, même si j'ai mes opinions sur le sujet, j'ai essayé de pas rentrer dans un débat qui à mon avis est pas intéressant, et j'expliquerai pourquoi dans un instant, qui est est-ce qu'on est pour ou contre cette prétendue idéologie woke, et par ailleurs, est-ce que ça existe ou ça existe pas? Alors, pour trancher, parce que j'ai pas envie de faire semblant de me cacher derrière mon petit doigt, moi je pense qu'effectivement il y a toutes les raisons de dire qu'une idéologie wokiste, ça n'existe pas. Et si elle existait telle qu'elle est définie par les gens qui pensent qu'elle existe, je serais plutôt pour. Mais ce débat, il est en fait, à mon avis, très peu intéressant par rapport à une question qui, moi, me semble beaucoup plus intéressante, qui est pourquoi, indépendamment du fait de savoir si c'est vrai ou pas, pourquoi des acteurs, en fait, ont voulu parler de ce truc-là? Pourquoi ont-ils voulu importer cette terminologie en France? Dans quoi est-ce que ça s'ancre, en fait, historiquement? Et comment est-ce qu'ils le font? Alors, pour ce faire, mon bouquin, en réalité, il est divisé en 4 chapitres. Et ce que je propose de faire, si ça te va, c'est de faire un espèce de petit résumé de chacun des chapitres. Comme ça, on aura un peu tout vu. Donc, 4 chapitres plus une intro, une conclue. Voilà, on est un premier chapitre qui est historique, dans lequel je reviens en fait sur l'origine, en fait, un peu comment dire, l'archéologie de cette
de cette panique morale. Dans mon deuxième chapitre, j'explique en quoi c'est une panique morale et qu'est-ce que c'est qu'une panique morale. Pourquoi est-ce que c'est un concept intéressant pour analyser ce qui se dit là. En troisième partie, je montre ou je discute quelques-unes des formes rhétoriques prises par les anti-woke pour parler de leur objet. Et ma dernière partie, elle est plus une partie sur voilà politiquement qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que l'anti-wokisme parle de politique et parle de politique pour prendre un lieu commun. Des politistes français depuis quelques années parlent de politique sans en avoir l'air. La politique sans en avoir l'air, c'est un grand colloque de sciences politiques qui a donné lieu à un bouquin collectif qui s'appelle La politique sans en avoir l'air. Et c'est un peu un leitmotiv, moi, de mes travaux. Et là, on retombe sur ce qui m'intéresse en sciences politiques, c'est-à-dire comment les gens font de la politique en ayant l'air de pas en faire, en fait. Okay. Alors, pour aller brièvement, historiquement, le fait de dire que cette inquiétude autour du fait que sur les campus, et notamment sur les campus américains qui sont cette espèce un peu d'antre du démon dans la bouche des anti-wokistes, les campus américains, c'est l'endroit où tout va mal, c'est dangereux, etc. Cette d'ailleurs réflexion, elle se retrouve aux États-Unis, où la politique des campus, c'est vraiment un truc qui est très souvent utilisé par une certaine droite intellectuelle pour comme une espèce de figure diabolisée. Et ce processus de diabolisation, je vais en reparler dans un instant. Donc, cette inquiétude vis-à-vis de ce qui se passe sur les campus, elle n'est pas en réalité nouvelle. Elle a toute une histoire, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après l'échec du McCarthyisme, le mouvement conservateur a eu l'occasion de réfléchir sur ce qu'il avait fait pendant cette période, et on voit des grandes figures du conservatisme assez vite, en fait, après la chute même avant la chute du sénateur McCarthy, se poser des questions, changer un peu leur mode d'action, leur mode de réflexion et de raisonnement, pour faire un truc que le politiste Corey Robin présente dans son bouquin The Reactionary Mind comme étant un peu une formule classique de la pensée réactionnaire, qui est de se présenter comme des victimes. Les anti-woke aiment bien, les conservateurs en général aiment bien dire que les personnes en face d'eux se victimisent. En réalité, ils ont raison, la victimisation, c'est un des modes d'argumentation, de présentation de son cas qu'on voit dans toutes sortes de mouvements sociaux et de mouvements pour toutes sortes de droits, et eux-mêmes en fait ne font pas exception. Ils aiment beaucoup se présenter comme des victimes. Alors une personne que je prends comme exemple de ça, c'est un monsieur, je l'ai cité très souvent en interview sur le bouquin parce que moi j'ai une passion pour ce gars-là, qui est William F. Buckley Jr., qui est la figure un peu tutélaire du mouvement conservateur et néoconservateur aux États-Unis. Et ce monsieur, en fait, aimait beaucoup, dans son bouquin God and Man at Yale, se présenter comme étant en fait une victime du fait qu'à l'université d'Yale, où il faisait sa licence de droit, il y aurait que des communistes et que des athées qui voudraient détruire en fait la bonne culture américaine et créer une génération comme ça de progressistes qui transformerait le pays de fond en comble. On était dans les années 50. Et lui, ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il était réprimé pour ses idées, c'est qu'il voulait dire qu'on le critiquait en fait un peu trop quand il défendait les lois McCarthyistes. Donc, on a une espèce d'ironie qui est assez délicieuse chez cette figure, qui est de dire, parce que j'ai eu l'audace de dire qu'il faut... il va assez loin. Lui, il pensait qu'il fallait interdire de tenir un emploi dans n'importe quelle discipline, y compris, il prend l'exemple des mathématiques, à des gens qui seraient de gauche, par exemple. Il pensait qu'un professeur de mathématiques en fait de gauche, il fallait pas lui autoriser d'enseigner les mathématiques parce que c'était impossible qu'il ne soit pas teinté par ses opinions politiques. Ce qui était la doctrine McCarthyiste. C'était pas donc ce monsieur en fait a continué sa carrière d'intellectuel public après le McCarthyisme et a beaucoup influencé en fait tout un tas de gens. Et cette figure en fait du bouquin du jeune intellectuel conservateur qui va dans une fac de gauche et qui se heurte au fait que oh mon Dieu, tout le monde est de gauche et c'est horrible et c'est aller trop loin, elle est assez ancienne. Alors je cite dans le bouquin et ça me fait plaisir d'avoir du temps parce que du coup je vais pouvoir citer le débat entre monsieur Buckley et James Baldwin, le grand militant antiraciste et romancier états-unien. En 1965, en fait, dans une student union à Oxford, ils ont eu un débat sur la question du racisme pour savoir si les Noirs étaient en fait victimes de racisme aux États-Unis.
On est Ok. avant la complétion des droits civils. Hein. Mhm. Et alors, voilà ce que dit Monsieur Buckley à James Baldwin pour dire qu'en fait, non, il n'y a plus de problème de racisme aux États-Unis. Il lui dit, je cite, vous ne pouvez aller sur aucun campus aux États-Unis où Monsieur Baldwin n'est pas la coqueluche de la ville et où pratiquement tous les problèmes politiques ont été laissés de côté au profit d'une inquiétude sur les problèmes des Noirs. Et ensuite, je cite, il parle de James Baldwin en disant que James Baldwin bénéficie d'une sorte d'onction de sainteté qui lui est donnée par la couleur de sa peau, qui fait qu'il peut dire tout et n'importe quoi sans qu'on ose le remettre en question. On est, encore une fois, en 1965. Comme je le dis dans le livre, 3 ans après que cette phrase ait été prononcée, il sera illégal aux États-Unis d'interdire l'accès à un logement à M. Baldwin à cause de la couleur de sa peau. Donc on est vraiment à l'époque des États-Unis racistes tels qu'on se les représente aujourd'hui quand on dit avant, quand il y avait des problèmes. Et on voit que déjà à cette époque, on a des personnes de droite pour dire ce mouvement antiraciste, il faut y mettre un terme, il nous divertit des vraies questions, sur les campus on parle que d'antiracisme et tout ça va trop loin. Alors, cette figure rhétorique, cette façon de parler en fait de la politique des campus, elle a fait florès, elle a continué ensuite dans les années 70 et 80 avec un mouvement qu'on a appelé les néoconservateurs, qui étaient des gens qui eux-mêmes avaient ce même type de discours qui venait de la gauche au départ et qui disaient sur les campus, il y a un problème de radicalisation des professeurs, les professeurs vivent dans leur tour d'ivoire, ils ont un sentiment de culpabilité en fait, notamment vis-à-vis des Noirs, et donc ils vont tout faire en fait pour remettre en cause les humanités classiques et mettre en avant en fait une critique de l'enseignement tel qu'on l'a fait jusqu'ici. Il y a un de ces néoconservateurs dont le nom m'échappe actuellement, et j'en suis vraiment désolé, qui va reprendre une notion d'un sociologue russe qui est la notion de culture adversariale, on pourrait dire de contre-culture, en disant en fait il y a une culture majoritaire aux États-Unis qui est une culture individualiste, capitaliste, chrétienne ou judéo-chrétienne, plutôt de droite, plutôt rigide sur le plan des valeurs, etc. Et puis il y a cette culture adversariale des intellectuels qui existe sur les campus, qui n'est défendue que par eux, ce qui va influencer la majorité, enfin les institutions culturelles et provoquer un renversement de la civilisation occidentale en fait. Là, on a cette crainte qui continue de se déployer avec des grandes publications. Je parle beaucoup de la revue Commentary, qui va en fait à travers des portraits et notamment des portraits assez acerbe de ces professeurs de gauche sur les campus. On a toute une littérature de la satire en fait, de la caricature qui se développe. Je cite une grande autrice néoconservatrice qui s'appelle Dorothy Rabinovitz, qui fait des portraits. C'est délicieux à lire. Hein, c'est vraiment c'est très 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 piquant et rigolo de profs de gauche dans leur mal-être machin. Enfin c'est il y a un certain talent littéraire chez ces gens. Moi, j'admire assez ça. C'est vraiment délicieux à lire. Surtout, si je peux me permettre une petite pique par rapport à leurs héritiers, qui sont quand même assez nuls. Et donc, ces gens-là, en fait, continuent de défendre cette vision des choses. Et ça va aboutir aux années 80 où America is back, Reagan est élu, on repart sur l'Amérique de droite, l'Amérique bien conservatrice à l'ancienne, avec une espèce de contre-révolution, de backlash qui va se faire contre les acquis des luttes des années 60, donc des luttes pour l'émancipation, et qui se fait cette fois-ci en tapant très fort, notamment sur les institutions culturelles, et notamment sur les campus, etc. On va trouver notamment un monsieur qui va être une figure intéressante qui est citée par le philosophe Jason Stanley dans son bouquin la mécanique du fascisme, qui est attends, son nom m'échappe une seconde et puis qui est David Horowitz. Qui se présente comme un ancien gauchiste et qui va dire maintenant ça va trop loin sur les campus. Alors on est 20 ans après que Buckley et lui-même, même 30 ans presque en fait, puisqu'il a commencé dans les années 50, que Buckley ait dit ça va trop loin sur les campus, et qui dit cette fois-ci ça va vraiment trop loin sur les campus. On a des professeurs dangereux qui ont importé tout un tas de philosophes français malsains, et ça conduit à une remise en cause en fait du bon enseignement, et il faut faire attention. Et il va publier en fait des listes de professeurs dangereux. Il a écrit un bouquin notamment qui s'appelle The Professors, les 100 intellectuels qui mettent en danger l'Amérique, un truc du genre, dans lequel il dit voilà les 100 personnes qui doivent être visées, ciblées et potentiellement virées. Mais il continue de faire ça en pratiquant cet art de la victimisation. Et un exemple que je prends, c'est que il va avoir des petits chouchous
Et un de ces petits chouchous, c'est un monsieur qui va se présenter à l'époque comme étant voilà un jeune lycéen contraint à cause de ses idées d'être poussé au silence par ses camarades et qui va ensuite aller à la fac et dire la même chose, etc. Et ce brave homme en fait va devenir un des plus proches conseillers de Donald Trump, notamment connu pour son influence au sein des milieux suprémacistes blancs. Donc on voit là une construction d'élite d'extrême droite qui va pas être sans rappeler un certain nombre de figures qu'on va retrouver plus tard. Okay. Je continue ce cycle qui ne s'arrête pas, hein, puisque je pense que tu as compris maintenant qu'en fait, on a une tradition en fait qui se construit aux États-Unis. Ça continue dans les années 90 avec la polémique de ce qu'on va appeler le politiquement correct, où là, c'est d'un seul coup aussi le féminisme qui va être réattaqué en disant on peut plus rien dire sur les campus, c'est dangereux. Il y a deux bouquins qui font vraiment date, qui sont L'âme des armées, qui va être importé en France par notre ami Alain Finkielkraut, qui déjà à l'époque en fait s'inquiète beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, d'un monsieur flamboyant qui s'appelle Gottfried Bloom, qui est un grand intellectuel de droite, qui ne s'en cache pas, qui est une vraie figure médiatique, qui va dénoncer en fait la fin des enseignements classiques et le développement de ce qu'on appellera plus tard la cancel culture sur les campus. Et puis un autre bouquin qui est d'un monsieur, à mon avis, beaucoup plus intéressant que pardon, j'ai dit Gottfried Bloom. Excuse-moi, c'est pas du tout le nom de l'auteur de L'âme des armées. Gottfried Bloom, c'est le député qui avait été invité. Ah mon Dieu. Alors voilà, heureusement j'ai mon petit bouquin à proximité et je trouve pas son nom. Moi, je suis vraiment désolé pour ce monsieur. En plus, je le compare avec vraiment un minable, donc il m'en excusera, d'autant plus qu'il est maintenant décédé. Et si son nom me revient, je le citerai. Okay. Toujours est-il que son bouquin s'appelait L'âme des armes. Je suis vraiment désolé de cette confusion, j'ai un problème avec les noms. L'âme des âmes, c'est ça? Voilà, c'est Alan Bloom, pas Gottfried Bloom. Okay. Voilà, il a le même nom de famille. Et puis un autre bouquin d'un monsieur qui est beaucoup plus intéressant que ce monsieur Alan Bloom de mon point de vue, qui est Philip Roth, qui écrit un grand roman qui s'appelle La Tâche, dans laquelle un professeur est annulé pour avoir prononcé un terme voilà qui lui pensait être dans le contexte anodin et qui en réalité s'appliquait à deux étudiants noirs, et donc on le dénonce pour racisme. Évidemment, le twist de l'histoire, c'est que lui-même en fait était un professeur noir qui passait pour blanc et qui n'avait jamais révélé son identité de noir américain. Et donc Roth met en scène les ambiguïtés, enfin c'est sa grande spécialité, les ambiguïtés de la bonne société. Et c'est un bouquin qui a vraiment marqué à l'époque le landerneau médiatique, disons, autour de cette crainte qu'on ne puisse plus rien dire sur les campus sans être immédiatement l'objet de censure. En France, on a une histoire similaire. Alors, je vais pas vous faire tout le machin, mais on peut prendre note notamment de l'existence en France d'un truc qui s'appelle la Nouvelle Droite, qui est un ensemble d'intellectuels qui se sont dit assez tôt, en fait, il va falloir construire une hégémonie culturelle. Cette hégémonie culturelle, on va la construire contre les intellectuels gauchistes, et les intellectuels gauchistes, à l'époque, c'est des universitaires. Et notamment, par exemple, une des figures qui est citée dans le bouquin de Pierre-André Taguieff sur la Nouvelle Droite, qui est Philippe Diribarne, qui est sociologue, va évoquer, donc c'est cité dans le bouquin de Taguieff, et moi je cite le bouquin de Taguieff dans mon livre, le fait que le but était de fournir véritablement un logiciel en fait aux étudiants nationalistes après la Deuxième Guerre mondiale en France, qui savaient pas trop bien à quel sein se vouer, vu qu'ils avaient plus de doctrine, parce que leur doctrine elle avait conduit à Vichy, et du coup c'était plus tout à fait à la mode. Ces deux droites, en fait, elles dialoguent, elles s'inspirent, elles sont intéressées les unes aux autres. La Nouvelle Droite en France, qui est un mouvement vraiment d'extrême droite, va pas faire être le tout. Il va y avoir également des intellectuels qui sont plus proches de ce qu'on a appelé les néoconservateurs aux États-Unis. Mais dans l'ensemble, tout ce petit monde se met d'accord pour dire que voilà, le développement d'idéologies progressistes et notamment féministes, antiracistes, critiques des humanités, sur les campus, et notamment sur les campus américains, tout ça c'est inquiétant et qu'il va falloir faire quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, et je finis ma partie sur le premier chapitre là-dessus, c'est que pendant ce temps, pour citer l'historien des guerres culturelles Andrew Hartman, pendant que la gauche en fait prenait le pouvoir
dans le département de lettres des facs du coin, eh ben la droite en fait prenait le pouvoir à la Maison Blanche. Et cette rhétorique de la victimisation, elle accompagne en réalité une prise de pouvoir. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on semblerait croire en lisant ces gens, l'hégémonie culturelle, l'hégémonie idéologique, elle s'est vraiment construite à droite avec la construction véritablement d'un bloc qui va imposer ses idées, qui va imposer sa vision du monde, à tel point que à la fin du XXe siècle, même la gauche finit par s'aligner dessus. Et en fait, ce qu'on voit, c'est ce phénomène un peu paradoxal d'une droite qui se construit en dénonçant le fait que elle ne peut rien dire, elle ne peut pas défendre ses idées, etc. Alors ça, c'est un petit peu pour faire rapidement l'origine en fait de cette inquiétude sur le wokisme, qui va passer par des mots qui sont un peu des concepts à comment dire à obsolescence programmée, hein. Enfin évidemment pas programmée, mais qui vont très vite vieillir. Mais on va avoir une farandole de termes. On s'inquiète de d'abord ça va être la pensée de John Dewey sous la plume de Buckley, et puis ça va être ensuite le pragmatisme, ça va être l'éthique situationnelle. Hartman cite qu'il y a eu des gens qui ont été milités et manifestés contre le communisme et l'éthique situationnelle à une époque aux États-Unis. Puis ça va être évidemment le féminisme, et puis la théorie queer, et puis les studies, et puis la French theory, et puis le politiquement correct, et puis maintenant donc le wokisme, qui a lui-même pris la suite de la cancel culture et de l'islamo-gauchisme, etc. Donc tout ça a une histoire, et en fait quand on regarde, on a des discours qui sont stéréotypés, et ce qu'on nous présente comme étant l'émergence comme ça d'un truc super inquiétant d'un seul coup, en fait est présenté comme tel depuis vachement longtemps. Alors mon deuxième chapitre s'intéresse plus à la question de la panique morale, et en gros je vais chercher ce concept pour dire voilà, quand on regarde comment les gens qui parlent de wokisme, ils en parlent selon cette structure de la panique morale, et ça nous permet de voir un petit peu plus politiquement à quoi ça sert, c'est-à-dire de sortir encore une fois de ce débat sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, pour se demander un petit peu plus qu'est-ce que ça fait, parce que c'est ça le truc qui est intéressant pour moi. Une panique morale, déjà, c'est pas un certain nombre de choses. Une panique morale, c'est pas une légende urbaine. Une panique morale, ça veut pas dire que ce qui est décrit ne se passe pas. En réalité, la première panique morale, désignée comme telle, parce qu'il y a eu des paniques morales avant, c'est un truc qui a été décrit par le sociologue Stanley Cohen dans une étude sur les bagarres de gangs, et de gangs de rockers en réalité, les rockers et les modders au Royaume-Uni dans les années 60. Il y a une période comme ça où au Royaume-Uni, d'un seul coup, il y a une espèce d'emballement en fait médiatique, une grosse inquiétude sur le fait de dire il y a des blousons noirs en fait qui sont en train de passer le pays à feu et à sang, et tout ça est super terrifiant. Il y a même certains journalistes qui vont se demander si en fait l'Empire britannique va survivre à ça, qui va faire la comparaison avec le Blitz. Donc le Blitz, qui est le tapis de bombes que la Luftwaffe a fait tomber sur Londres, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on compare en fait quelques jeunes qui se foutent sur la gueule sur des plages à ça. Et Stanley Cohen va parler de panique morale sans dire il n'y a pas eu des jeunes qui se sont foutus sur la gueule. Il y a effectivement eu ces jeunes qui se sont foutus sur la gueule, mais c'était pas cette espèce de cataclysme d'ampleur qui a été décrit par ces médias. Une panique morale, pour le dire simplement, pour donner la définition en fait et les 5 points qui la caractérisent, elle est caractérisée par 5 points. D'abord, primo, c'est un moment de malaise où un malaise est exprimé, et notamment un malaise est exprimé via des médias. Quand on s'intéresse à une panique morale, on s'intéresse à des médias. On ne parle pas de rumeurs. On ne parle pas de, par exemple, de l'exemple un petit peu de la rumeur, notamment parce que il y a une matrice un peu antisémite de ce type de phénomène, la rumeur d'Orléans, qui est cette espèce de racontard qui va passer de bouche à oreille à un moment donné, disant que des commerçants juifs enlèvent des jeunes femmes blanches pour les emmener en sous-marin, être victimes de trafic d'esclaves. Voilà, c'est intéressant. Mais on va pas le qualifier de panique morale dans la mesure où il n'y a pas cette intervention des médias. Donc un malaise qui passe par une discussion médiatique. Un moment d'hostilité à l'encontre d'un groupe qui est rendu responsable du phénomène dont on est inquiet.
dans une panique morale, il y a des méchants qui sont désignés. Les méchants ne sont pas des causes sociales structurelles. Par exemple, si quelqu'un dit voilà, il y a un problème dans la société, c'est j'en sais rien moi, la baisse du niveau d'éducation qui est liée au fait qu'il y a eu des sous-investissements structurels dans les écoles depuis 20 ans, on va difficilement parler de panique morale parce qu'on n'est pas en train de dire c'est je sais pas moi les pédagogistes qui veulent faire s'effondrer la civilisation occidentale. Dans le sens inverse, de gauche, ça va pas être je sais pas, les patrons qui veulent détruire l'éducation pour avoir des drones bien formés à leur botte. Donc, pour qu'une panique morale soit une panique morale, il faut qu'il y ait diabolisation d'un groupe, généralement un groupe à qui on va pas trop donner la parole. Les Mods et les Rockers, on n'a pas été les interviewer, par exemple. Le troisième point qui qualifie la panique morale, c'est un phénomène de consensus. Alors, consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde unanimement est d'accord pour dire que ce problème existe et ce qu'il faut faire pour le régler, mais c'est un consensus plus dans le sens où il y a une masse critique suffisante de gens qui sont d'accord sur l'existence de ce problème pour il soit pas évitable. Par exemple, si je reprends mes deux éléments qualificatifs de la panique morale, un malaise et un groupe qui est diabolisé, on pourrait penser aux enlèvements par des aliens. Mais il n'y a pas une masse critique suffisante pour que le débat soit forcé, pour que des gens qui n'ont pas envie d'en parler, entre guillemets, entendent parler des enlèvements par les aliens et soient obligés de se positionner dessus. Tandis que le wokisme, même si vous faites partie de la vaste majorité de la population qui n'en a rien à foutre, en fait, vous en avez entendu parler, a priori, et c'est considéré, indépendamment de ce que vous pensez, comme un débat légitime. Le quatrième élément, ça va être un élément de volatilité. C'est-à-dire qu'une panique morale, ça dure pas longtemps. Ça émerge rapidement, ça fait masse, il y a un débat extrêmement intense dessus, et après, soit ça se transforme en problème public, c'est-à-dire ça devient pris en charge par les personnes publiques, soit ça disparaît, et en général, quelques années plus tard, il en reste seulement des traces à travers le fait que des gens, des historiens vont y retourner en disant « Vous vous souvenez l'époque où on s'inquiétait de ce truc-là, c'est quand même vachement bizarre ». Alors, un exemple à ce niveau-là, par exemple, c'est la panique satanique. La panique satanique, c'est une panique morale qui a à voir avec des enlèvements d'enfants. On craint que des pédocriminels, en fait, enlèvent des enfants pour les commettre des agressions sexuelles dessus et puis les faire participer à des rituels satanistes. Et va y avoir une véritable crainte dans la... Attends, il y a des voilà, il y avait des ambulances qui passaient et donc ça m'embêtait au niveau du son. Et donc on va avoir une crainte en fait que ces satanistes en fait enlèvent des enfants. Alors plein de phénomènes vont s'y accoler. Si vous avez vu la dernière saison de la série Stranger Things, vous avez vu une référence à cette panique satanique parce que spoilers, il y a un personnage qui est un rôliste et qui est accusé de quelque chose de très grave à un moment. Et donc il y a tout un tas de discours sur oh mon Dieu, les jeux de rôle convertissent les gens au satanisme et ça. Ouais. C'était des vraies craintes. Il y avait des vrais médias où cette question se posait. On a eu une importation partielle de ce truc-là en France. Si vous parlez à des virologistes, ils vont vous dire ah ouais, je me souviens dans les années 90. Voilà. Et puis maintenant, en fait, la panique satanique, on en parle quasiment plus que pour dire qu'est-ce que c'était que cette période. Alors ça revient un peu sous les traits de QAnon, etc. Mais globalement, l'idée qu'il y a des rôlistes satanistes qui enlèvent des enfants, c'est plus quelque chose qui est très très cru dans la société américaine. Accidentellement, cette panique satanique, elle servait en partie de backlash à l'avancée du mouvement des droits des femmes parce qu'elle servait entre autres à dire aux femmes, vous voyez, vous avez accédé au monde du travail dans les années 70, vous voyez ce que ça fait vos enfants qui sont en danger et qui sont enlevés et qui sont transformés en monstres, est-ce qu'il vaudrait mieux pas rester à la maison et vous occuper d'eux? C'est là que le discours, notamment sur le homeschooling, l'éducation à la maison, commence à se développer. Et le cinquième élément de la panique morale, c'est l'exagération. Alors l'exagération, elle peut prendre plusieurs formes. D'abord, ça peut être un mensonge pur et simple. Par exemple, dans cette panique satanique, on a eu une histoire qui a fait un peu Flores, où d'un seul coup, il y a eu une crainte sur des enlèvements, sur l'enlèvement alors que j'essaye de me souvenir, c'est l'enlèvement d'un bébé gorille. D'un seul coup, l'histoire a développé que dans une des villes, dans le zoo d'une de ces villes, les satanistes auraient enlevé un bébé gorille pour lui couper le doigt et le faire se vider de son sang, etc. Okay. Et alors, d'un seul coup, la police s'est mise alors, pour la petite histoire, il n'y avait pas de zoo dans cette ville, en fait. Et ça n'a pas mis la puce à l'oreille de la police qui a commencé à enquêter sur le fait que le singe du zoo de la ville a été enlevé alors qu'il n'y a pas de zoo dans la ville.
Donc l'exagération, ça peut être de l'invention, ça peut aussi être de la sélection. Alors généralement, j'aime bien prendre comme exemple, on peut prendre comme exemple par exemple les sites dits de la réinfosphère qui vont sélectionner uniquement les faits divers dans lesquels c'est une personne noire ou arabe qui a agressé une personne blanche. Comme ça, on a l'impression que tous les crimes sont commis par des noirs et arabes et que toutes les victimes sont des blancs. Alors là, ça va être la même chose. Par exemple, on va avoir aux États-Unis, entre 2015 et 2017, un discours sur le fait qu'il y aurait d'un seul coup une crise de la liberté d'expression et plein de profs qui se font virer pour leurs idées conservatrices sur les campus. Et puis, il y a un politologue qui s'appelle Jeffrey Sachs qui a regardé un petit peu ces statistiques et qui dit merde. Déjà, on n'a pas particulièrement une surreprésentation des licenciements sur la période. Et puis surtout, quand on regarde la majorité des gens qui ont été licenciés pour leurs idées d'après la FIRE, c'est-à-dire l'organisation qui s'occupe de cette question aux États-Unis, c'est des gens qui sont plutôt de gauche et qui ont offensé des personnes de droite. Que ce soit notamment en parlant de la Palestine, qui est un sujet extrêmement tendu aux États-Unis, ou en tenant des propos considérés comme anti-blancs ou anti-chrétiens. Et puis, une autre façon d'exagérer, c'est en opérant une surreprésentation, un phénomène de disproportion de ce dont on parle. Pour ce faire, je vais prendre un exemple. On a en France beaucoup discuté des conférences annulées et des personnes inquiétées pour leurs idées en disant tel enseignant a eu sa conférence qui n'a pas eu lieu, qui a été repoussée. Alors, on a quelques cas qui sont cités un peu ad nauseam comme ça. Hein. Ça va être l'annulation de la conférence de Sylviane Agacinski en 2019 à l'université Bordeaux-Montaigne. Ça va être l'annulation d'un séminaire de formation sur la question de la déradicalisation donné par Mohamed Sifawi à la Sorbonne. Ça va être la pièce Les Suppliantes qui a été repoussée parce qu'il y avait des militants antiracistes qui critiquaient le fait qu'on y avait inclus des pratiques de grimage. Et le quatrième cas, c'est généralement, s'il est rajouté l'affaire évidemment de l'IEP de Grenoble depuis, le quatrième cas, il m'échappe. Le problème, c'est que si on prend l'ensemble des cas où des personnes travaillant dans le domaine de l'université ont été soit inquiétées, soit eu des événements mis en cause, soit ont perdu leur job suite à des questions idéologiques ou suite à le fait d'avoir pris des positions un peu fortes, on peut voir que il n'y a pas vraiment une masse de censure de la gauche sur la droite à l'université. Il y a plus un phénomène qui est la privatisation lente de l'université qui fait que quand il y a une polémique, en fait, des événements vont facilement sauter. Je vais prendre un exemple qui est assez simple de ce côté-là. On a parlé du fait que des enseignants auraient été poussés à la démission ou pourraient être poussés à la démission, etc. Alors, on a eu une personne qui a été concernée par ce cas. C'est d'un seul coup, son nom, là encore une fois, m'échappe, une militante lesbienne et conseillère de la ville de Paris. Ah, Seigneur, je sais qu'il y a les gens qui sont en train de regarder la vidéo disent, mais si, c'est elle, et là, d'un seul coup, c'est pareil, tu vois, Alice Coffin. Alice Coffin a eu son contrat d'enseignante contractuelle qui n'a pas été renouvelé à la Cato de Paris parce que il y avait eu une polémique parce qu'elle avait écrit un bouquin qui s'appelle Le génie lesbien dans lequel elle disait que elle dans sa vie elle essayait de grosso modo de fréquenter plutôt des femmes et de regarder des films plutôt faits par des femmes, de lire des bouquins plutôt écrits par des femmes parce que ça lui permettait de se sentir un peu hors de l'emprise masculine parce que elle disait les hommes on leur donne un petit peu tous les hommages et j'ai envie de les virer un peu de ma vie personnelle parce que je les vois partout. Ça n'a pas été cité par le fameux observatoire du décolonialisme qui citait les cas de cancel culture à l'université, alors que ça rentre exactement dans le cas. Pourquoi est-ce qu'on sélectionne pas ce cas et qu'on en sélectionne d'autres ? Parce que ça ne participe pas en fait du récit comme quoi c'est la gauche qui censure tout le monde à la fac. Donc par ce biais de sélection et par ce biais de disproportion, parce qu'en plus la majorité des personnes en fait qui sont virées ou qui ont des conditions difficiles ou qui ont des trucs qui sont annulés, etc. Sur les campus, c'est pas pour des raisons idéologiques. Ça va être parce que on n'a plus de budget, on a tel vacataire qui voudrait bien continuer à donner des cours, mais malheureusement il n'y a pas de poste, donc du coup on va arrêter de lui donner des charges de cours, etc. C'est plutôt ça qui se passe. Donc on a une surreprésentation d'un phénomène qui, de façon entre guillemets objective, est relativement minoritaire.
ces éléments-là me permettent, à mon avis, de dire qu'effectivement, ce qu'on a appelé le wokisme, c'était une panique morale. C'est-à-dire, on a un moment où on diabolise une partie de la population autour de quelque chose qui, en termes, alors évidemment, objectif, c'est difficile de le dire parce que les médias ne représentent jamais la réalité objective. Les médias représentent ce qui représentent selon des critères qui sont voilà selon leurs conditions de travail, selon de quoi on parle en ce moment, à quelle réalité on a accès, selon des anticipations sur le plan de l'audience, selon également des influences et des débats, des rapports de force qui sont entre les différentes parties du board au sein d'une même rédaction. Là encore, il ne faut pas penser que souvent on a tendance à dire ah oui c'est Bolloré qui veut qu'on parle du wokisme sur CNews. Non, en réalité, il y a un collègue qui a écrit un bouquin qui s'appelle La banlieue du 20h il y a longtemps, où il décrit la façon dont une rédaction qui veut produire un journal télévisé sérieux se retrouve à produire des représentations qui sont clichés. C'est beaucoup plus complexe que Bolloré qui veut sur CNews qu'on dise ceci, cela, même si, indépendamment du fait, peut-être que c'est le cas, moi je n'en sais rien. Peut-être que Bolloré envoie des lettres pour dire vous allez parler du wokisme. Peut-être tout simplement que l'organisation en fait du travail au sein de CNews fait que tel sujet vient plus que tel autre, et notamment le fait que il faut animer de l'information en continu, et pour animer de l'information en continu, il faut beaucoup de contenu, et ce contenu, envoyer des gens faire du reportage de terrain, si vous connaissez des journalistes de terrain, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est difficile. Il faut des contacts, parfois il faut passer du temps. Il faut que les gens acceptent de répondre. Et moi, j'ai besoin de mon sujet pour 16 heures, pour qu'il soit diffusé à 20 heures. Pour vraiment traiter à fond de ce qui se passe dans un endroit, il faut y passer, encore une fois, beaucoup de temps pour quelque chose qui va parfois durer seulement 2 minutes, etc. C'est beaucoup moins coûteux, en réalité, d'avoir Pierre-Paul Jacques, qui a toujours plus ou moins un essai à vendre, qui a toujours plus ou moins son avis à dire sur quoi que ce soit, parce qu'il est plus ou moins chroniqueur professionnel, et que de toute façon, ça fait 20 berges qui tournent un peu en roue libre sur les 3 mêmes idées, et qui va venir pour commenter le micro-fait divers du jour qui a été monté en épingle par quelqu'un d'autre, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de le monter en épingle soi-même, et qui va avoir une analyse, voilà, ce que Pierre Bourdieu appelait les penseurs rapides, les fast thinkers, qui sont capables, comme ça, vous appuyez sur un bouton et ils vont vous dire, bah ouais, c'est l'effet de un peu ce qui est le sujet de leur dernier livre. À ce niveau-là, moi, je prends l'exemple, par exemple, de Mathieu Bock-Côté, qui est une de ses figures, qui est capable d'être spécialiste du multiculturalisme sur la base de ce qu'il a fait en sociologie au Canada, et puis ensuite du racialisme, et puis ensuite du féminisme, du néo-féminisme, de l'intersectionnalité, et puis après de la cancel culture, et puis après du wokisme, et probablement de la transidentité dans pas trop longtemps quand il aura décidé que c'est un sujet porteur. Enfin, et puis en fait de ce qu'il veut, puisque de toute façon c'est toujours le même sujet, c'est le progrès c'est mal, la nation c'est bien, et la civilisation occidentale est en danger. Voilà. Ça, c'est ma partie sur la panique morale. Je me rends compte que j'ai beaucoup causé de ces parties-là, donc je vais mettre la 3 et la 4 ensemble dans un même truc. De toute façon, elles se répondent. Je vais commencer par le 4e chapitre. Comment parle en fait cette panique woke de politique? Elle parle de politique en faisant 2 trucs. Le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle transforme des sujets matériels en sujets symboliques. Je vais prendre un exemple sur une polémique qui vient d'avoir lieu. On a récemment, à Lyon, eu un conseiller municipal ou un adjoint au maire, je ne sais plus, qui a répondu à une association de femmes qui font du vélo. Typiquement le genre de truc qu'on fait en politique municipale. Vous voyez, vous avez une association locale qui vous alpague et qui vous disent « Est-ce que vous avez pensé aux femmes quand vous avez rénové les pistes cyclables ?» Lui a répondu en disant « Oui, tout à fait, nous avons fait des pistes cyclables non genrées. » Qui sont à destination donc de ce public et qui font face aux problèmes que vous avez soulevés. Et ça a été saisi par un ensemble de journalistes et de chroniqueurs et de touche-à-tout médiatiques pour dire qu'est-ce que c'est que ces conneries, des pistes cyclables non genrées, est-ce que ça veut dire qu'il faut des pistes cyclables pour les hommes et des pistes cyclables pour les femmes, des pistes cyclables pour les gens qui sont non-binaires, c'est quoi cette gauche woke qui dit de la merde et qui fait n'importe quoi? On a un sujet qui est littéralement matériel, là pour le coup, qui est pas matériel au sens marxiste du terme, c'est littéralement du bitume posé sur une route. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une piste cyclable non genrée? En réalité, si on se renseigne un minimum, et ça demande vraiment une recherche Google, on a un truc en urbanisme, alors excusez le terme parce que c'est un peu un anglicisme, c'est carrément un anglicisme qu'on appelle le gender mainstreaming, qui consiste en fait à intégrer des réflexions d'égalité de genre
dans l'ensemble des politiques publiques qu'on fait pour s'assurer en fait que l'égalité femmes-hommes soit une question qui se pose dedans. Alors, si ça vous intéresse, je vais faire de la publicité pour ma propre chaîne YouTube. Vous pouvez aller écouter mon interview de Lucille Biarrotte, qui est une doctorante qui a fait un travail sur la question du genre en urbanisme et qui parle de ça longuement en interview avec moi. Et sa thèse était passionnante et elle fait des très bons travaux. Voilà, ça vous permettra de savoir exactement de quoi on parle. Au lieu de parler de ça, et de poser la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'élargir les pistes cyclables parce qu'on se rend compte que les femmes, quand elles font du vélo, elles ont plus souvent des vélos cargo ou des vélos chargés ou des vélos avec une petite chariote derrière pour transporter un enfant ou des courses. Est-ce que c'est bien ou c'est mal de rajouter de l'éclairage urbain parce qu'il y a des questions de sécurité qui peuvent se poser? Est-ce que c'est bien ou c'est mal de faire en sorte qu'il y ait des chicanes régulièrement pour forcer les gens à pas aller trop vite parce que comme ça met moins en danger, ou des séparations par rapport au reste de la route parce que là encore, les femmes, on sait qu'elles sont plus souvent en charge des enfants et que du coup, elles vont plus souvent prendre le vélo si elles sont sûres que risquent pas d'avoir un accident avec leur enfant. Non, on discute sur qu'est-ce que c'est que ces cons de woke qui veulent dégenrer les pistes cyclables. On a donc transformé, encore une fois, un cas matériel en cas symbolique. Et à l'inverse, on va transformer des cas symboliques en questions politiques. Alors là, moi, j'adore cet exemple. C'est l'exemple que j'appelle le yaourt de l'apocalypse. En 2017, il y a une marque de yaourt d'une chaîne de supermarchés qui a eu le malheur, en fait, c'est des yaourts à la grecque, et donc en Grèce, il y a un village avec des très belles maisons avec des petits dômes bleus, et sur l'ancienne photo de la marque de yaourt, il y avait une église avec sa croix, et sur la nouvelle photo, il n'y avait plus l'église avec sa croix, et donc on a une députée, Valérie Boyer, qui a fait grand cas de cette affaire en écrivant avec son papier en tête de l'Assemblée nationale, c'est en mobilisant des ressources, au président directeur général de cette chaîne de supermarchés, non pas pour lui dire c'est un scandale les marges que vous faites sur les produits laitiers qui écrasent les agriculteurs qui ont besoin de gagner bien leur vie, ou vous faites payer trop cher les yaourts et du coup les gens mangent de la merde parce que ça coûte trop cher, ou vos supermarchés sont pas bien implantés en ville et du coup les gens sont obligés d'aller dans des grandes zones commerciales au lieu de pouvoir aller à proximité de chez eux, etc. Mais pour lui dire, vous remettez en question l'héritage chrétien de la France avec votre changement de marketing en matière de yaourt. Alors c'est complètement con, c'est absolument pathétique, mais là encore, on a des gens, une élue en l'occurrence, qui a passé du temps à s'occuper de ça. Et ça n'est pas anodin. Moi, je pense qu'il faut les prendre au sérieux, ces questions. On les prend d'ailleurs au sérieux quand on le voit dans le sens inverse. On a beaucoup parlé, par exemple, du fait que certaines mairies EELV aient installé au moment des fêtes des sapins en carton ou des statues en métal à la place de mettre un arbre coupé en disant les arbres c'est vivant, machin, etc. Moi, j'ai tendance à être d'accord en fait avec la critique qui consiste à dire c'est du greenwashing. C'est pas ça qui va rendre la mairie éco-friendly en fait. C'est des travaux qui sont beaucoup plus de fond et beaucoup plus emmerdants et des restructurations beaucoup plus profondes de l'urbain, des choses instaurer par exemple une règle verte en matière de production d'équipements urbains et faire tout plein de trucs qui sont très complexes. Mettre un arbre en carton à la place, c'est un petit peu cheap en fait. C'est vrai. Et là-dessus, il faut voir qu'en fait, pour une personne qui met un arbre en carton, on a quasiment 10 000 personnes qui sont scandalisées en disant c'est du wokisme, au lieu d'avoir des discussions de fond. Et ces transformations-là, elles font non pas une diversion, mais elles parlent de façon divertissante de sujets qui devraient être sérieux. Je vais reprendre mon exemple des pistes cyclables. En fait, l'égalité femmes-hommes en ville, c'est sérieux. C'est pas une distraction. On se rend compte que les quartiers, les villes où il y a véritablement une intégration de la question de l'égalité femmes-hommes dans la rue, elles ont tendance à améliorer la vie de tout le monde. Parce qu'en fait, on fait des changements qui rendent la ville plus agréable pour tout le monde. On développe des gens qui sont plus heureux. On augmente la liberté, l'égalité, la justice, l'émancipation dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est des choses qui sont importantes en fait. À contrario, quand on ne prend pas au sérieux ces questions, on ignore tout un tas, par exemple, de formes de mobilité qui sont très pratiques au quotidien, et donc on les détruit. Ça, c'est important, en fait. De la même façon, dans le débat stupide
à mon avis, ou absurde, si tu préfères, sur les sapins de Noël en carton, l'environnement, c'est important. En fait, on se prépare à avoir un collapse climatique, enfin pas un collapse, mais avoir une catastrophe climatique conséquente qui va nous nécessiter d'investir énormément de ressources pour y faire face. C'est un sujet sérieux. C'est pas une diversion, mais on en parle de façon comment dire, froufroutante en quelque sorte. Et alors, je finis sur ça en retournant sur mon chapitre 3. Les anti-woke qui font ils changent ce sujet en ayant plusieurs figures de style que j'aime bien et dont je parle. Et c'est sur ça que je vais conclure, parce que ils aiment bien se présenter, en fait, nos amis les anti-woke, comme les défenseurs de la rationalité occidentale, de la science et du discours pondéré et réaliste face à une gauche qui serait devenue folle. Mais en fait, c'est pas nécessairement vrai. Alors en plus des formes de la rhétorique réactionnaire classique étudiée par Hirschman, et là je vous renvoie à la vidéo de Politicon si ça vous intéresse et je vais pas les développer, il y en a quelques-unes que moi j'aime bien, qui sont primo, la cohérence n'est pas une nécessité, c'est-à-dire qu'on a des discours qui se contredisent souvent. Par exemple, les wokistes sont censés être à la fois des petites choses fragiles, incapables de supporter la contradiction, et une force toute puissante capable quasiment de détruire la planète, quoi. Ou alors, on va reprocher aux gens de faire quelque chose qu'on fait soi-même. Par exemple, reprocher aux wokistes, soi-disant, de s'exciter pour des conneries, alors que c'est soi-même qui mettons tous les jours ce sujet sur la table. Un bon mot vaut mieux qu'un bon raisonnement, c'est-à-dire procéder par la plaisanterie et la caricature plutôt que par l'argumentation, parce que débunker une plaisanterie, ça, souvent je dis, alors moi je dis avec le kangourou, mais je peux le dire de façon plus explicite. Quand quelqu'un fait une blague sur les blondes qui sont bêtes, il pense souvent pas vraiment que les blondes sont bêtes. En réalité, ça permet de faire passer des discours qui sont misogynes, qui sont sexistes. Mais si vous interrompez la blague sur la blonde qui est bête en disant mais les blondes ne sont pas nécessairement bêtes, tout le monde va vous regarder en vous disant mais qu'est-ce que c'est que ce type avec un balai dans le voilà. C'est oui bien sûr, mais ça permet quand même de continuer à caricaturer. Mélanger le bon, le mauvais et l'insignifiant pour parler en bloc, pour moi, c'est le cœur de ce mot de wokisme, en fait. C'est-à-dire que, en fait, dans le mot de wokisme, on va vous demander de vous positionner en fonction de ce mot. Mais de quoi on parle? Parce que si on parle de quelqu'un qui, par exemple, d'une marque de yaourt qui a changé son packaging, moi, j'aurais tendance à mettre ça dans l'insignifiant. J'en ai strictement rien à faire. Ça m'intéresse pas. Si on parle d'une entreprise qui a utilisé le prétexte de la diversité pour licencier 25% de sa force de travail et embaucher ensuite des personnes racisées, mais sur des contrats qui sont plus précaires, là, moi, j'aurais tendance à mettre ça dans le mauvais, en fait. J'ai pas envie que ça arrive. Je préférerais qu'ils mettent en place, et c'est souvent ce qu'on voit d'ailleurs dans ce type de polémique. On a parlé par exemple d'un opéra au Royaume-Uni, où en fait, quand on regarde, les syndicats ont dit, nous, ça fait longtemps qu'on demande que... Donc ouais, ok. Je disais donc l'insignifiant, le mauvais. Et puis le bon, donc je disais, moi, on m'a dit l'autre jour en débat sur Sud Radio, on n'a plus le droit de dire qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, ce qui voulait dire en réalité, on est obligé de reconnaître l'existence des personnes transgenres. Il s'avère que moi, j'ai grandi dans une situation dans les années 90, en fait, où sur le plan du cinéma, la représentation standard d'une personne trans, c'était une femme trans, déjà jamais un homme trans, et c'était une femme trans existe, les gens se rendent compte qu'elle existe, et ils se mettent à vomir. Prenez Ace Ventura, c'est ce qui se passe dedans. Donc des représentations qui sont extrêmement violentes. Même chose sur le plan des homosexuels. Il y a une époque où la chanson la plus populaire en France pendant un certain temps, c'était la Zoubida, qui est une chanson ultra raciste sur les Arabes. Je m'en rappelle très bien. C'est cringe tout le monde aujourd'hui. Et en fait, je vais dire la vérité, c'est-à-dire que les gens qui disaient ce genre de merde à l'époque se sentent mal dans leurs chaussettes quand ils le font aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est une société qui est mieux, en fait. Parce que je suis désolé, mais moi, si j'étais un jeune type arabe qui grandissait dans un pays où la chanson la plus populaire, c'est un connard qui dit, excusez-moi, qui dit que je suis un voleur de mobylettes et un salopard, quoi. Ouais, en fait, j'aurais pas envie de vivre dans ce monde-là. Ça me foutrait la rage. En fait. C'est un exemple, c'est un exemple incroyable parce que moi, je m'en rappelle bien. C'était mon époque à peu près. Et je me rappelle que je trouvais cette chanson très drôle à l'époque et que je n'ai aucun souvenir d'avoir été exposé au moindre discours critique ou qui aurait pris un peu de recul par rapport à cette chanson pour dire qu'elle était raciste. Et bon, nous, il y a beaucoup de gens qui entendaient ces chansons, mais qui n'avaient aucun arabe dans son environnement. Moi,
quand j'étais ado, j'avais jamais vu un arabe. Et donc, une chanson qui se moquait des arabes, ça ne paraissait pas problématique. Et avec le recul, quand on réécoute cette chanson maintenant, on est vraiment choqué de voir à quel point c'est clair que c'est une chanson vraiment très raciste et assez violente. Ouais. Et c'est hallucinant de se rappeler que personne ne voyait le problème, en fait, à l'époque. Bah, c'est-à-dire que les gens qui voyaient le problème, on leur disait de fermer leur gueule parce qu'ils pourrissaient l'ambiance en fait. Et c'était le discours enfin notamment vis-à-vis des activistes antiracistes qui étaient déjà présents à l'époque et notamment justement il y a quelqu'un qui voyait bien le problème, c'était les Arabes en fait. Moi, il y a plein de copains. Enfin, j'ai pas des discussions sur la Zoubida avec tous mes potes tous les jours non plus. Mais à chaque fois que la question est venue, les gens disent ouais, mais enfin c'était ignoble en fait. Enfin, t'es là, mais c'est pareil quoi. Tu grandis homosexuel dans un cadre social où la représentation standard de l'homosexualité c'est la cage aux folles. Enfin merci quoi, super, génial. Tu vois, alors aujourd'hui il y a des gens qui font la gueule en disant c'est woke parce qu'il y a 2 séries où il y a des personnages LGBT quoi. Enfin c'est c'est ça. Et aujourd'hui on pourrait plus sortir aujourd'hui on ne pourrait plus sortir ce genre de chansons d'ailleurs, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même une évolution par rapport à ça quoi. Ben, je pense que ce serait plus dur et je pense que c'est bien en fait. C'est encore une fois, tu vois, moi il y a des trucs, je pense que c'est bien en fait le fait que ce soit plus possible. Et c'est un truc que je reparlais du discours du débat Buckley Baldwin tout à l'heure. C'est un truc que Buckley fait dans ce débat. Il dit parce que Baldwin dit par exemple, moi j'ai été dans un bar où j'ai commandé un whisky et le barman m'a dit qu'il refusait de servir les gens comme moi. Et Buckley lui dit oui mais enfin qu'est-ce que vous voulez faire, on va quand même pas le virer. Et en fait la réponse, nous on vit dans la société dystopique qu'imagine Buckley dans ce contexte. Si on va le virer en fait. On va le virer. Au miracle, en fait, nous, notre normalité, elle correspond à la pente glissante qu'imaginait Buckley à l'époque. Et en fait, notre normalité, elle est pas mal parce que je pense qu'on est tous et toutes contents et contentes de savoir que que normalement, parce qu'évidemment, il y a des discriminations qui continuent d'exister, normalement, si on se présente dans un établissement et qu'on veut y être client ou cliente, on peut pas nous dire désolé, on sert pas les gens comme vous. Mais 2 autres figures de style, parce que je sais qu'on a dépassé le temps que tu m'avais prescrit, c'est ne pas parler des problèmes, les fait disparaître. Ne pas parler des problèmes, les fait disparaître, c'est alors ça c'est typiquement le truc des il faut pas parler de si on parle de racisme, ça va donner aux gens l'impression qu'ils sont victimes et qu'ils vont pas s'en sortir. Les gens découvrent pas le racisme dans les livres de sciences sociales en fait. Ça, il y a cette espèce de mythe en fait complètement relativiste qui est mis en avant par les anti-woke qui croient que les minorités découvrent leur statut de minorité et que les personnes découvrent leur statut d'exclus à travers le fait qu'ils vont à la fac. Genre ta vie est parfaite jusqu'à tes 18 ans. À 18 ans, tu passes le bac, tu vas à Nanterre et là d'un seul coup il y a un prof qui te dit mais vous savez en fait l'homophobie existe et toi qui est une jeune femme lesbienne, tu te dis merde, tout allait bien jusqu'ici mais maintenant en fait je vais me prendre pour une victime. Enfin, c'est un monde qui est complètement fictif. Et la dernière chose, c'est et je pense que c'est cool de finir là-dessus, c'est tout le monde joue les victimes sauf moi. Et on retourne sur cette question de la victimisation qui est que la pensée conservatrice adore se victimiser en permanence pour tout et n'importe quoi. Parfois pour des trucs qu'ils ont eux-mêmes conçus. Alors l'exemple que j'adore faire là-dessus, c'est mon maître à penser, Alain Finkielkraut, qui pour parler des ravages de l'écriture inclusive et des dangers de l'écriture inclusive, a lui-même entrepris de réécrire en écriture inclusive Le Corbeau et le Renard pour dire que ce serait absurde si une féministe l'avait fait. Pour moi, c'est tu sais le capitaine du bateau pirate dans Astérix qui décide de couler son propre bateau. Comme ça, au moins, c'est personne d'autre qui l'a fait quoi. Il y a aucune féministe qui a dit qu'il fallait réécrire les fables de La Fontaine en écriture inclusive et détruire les versions pas en écriture inclusive. Si les gens veulent réécrire, on s'en fout. On peut le réécrire en langue de feu aussi si on veut. C'est sympa. Enfin, on s'en tape. Mais là, il y a ce côté, on va faire nous-mêmes quelque chose qu'on estime absurde pour montrer que c'est absurde de le faire. Pendant ce temps, les vrais débats autour de la question de l'écriture, autour de la question de la littérature, autour de la question des politiques qu'on doit mener ou pas, elles sont éludées au profit de ces espèces de postures victimaires absurdes, quoi. Et c'est très intéressant. Je cite cette anecdote que quasiment coup sur coup, un intellectuel comme Pascal Bruckner a été capable de sortir un livre qui s'appelle L'islamophobie, un racisme imaginaire, dans lequel il explique que l'islamophobie n'existe pas, tout simplement. Donc, il n'y a pas de racisme anti-musulman, en fait. Quasiment après, un coupable idéal, qui est un
Un coupable presque parfait, qui est un bouquin qui explique qu'en fait, dans lequel il est écrit littéralement que de nos jours, au sommet de la hiérarchie sociale, ce sont des femmes noires lesbiennes, et tout en bas, les damnés de la terre aujourd'hui, ce sont les hommes blancs hétérosexuels de plus de 50 ans, ce qui bien sûr n'est pas du tout une position victimaire et excessive. Hein. La position victimaire est chez les autres. Donc je pense qu'il faut il faut rire un peu de tout ça. Il faut arrêter de prendre ces gens tout le temps au sérieux. Il faut être conscient et consciente du fait que il y a des dynamiques il y a de la répétition de schémas qui sont en réalité un peu anciens. Il y a des formes de fallacies qui sont très drôles à regarder. Et puis il faut peut-être se réorienter vers des débats qui sont plus intéressants, parce qu'en fait, les questions de féminisme, les questions de racisme, les questions de lutte des classes, les questions de genre et toutes ces questions-là sont des questions qui collectivement en fait nous engagent et qui collectivement nous permettent de vivre dans un monde, et c'est sur ça que je veux finir, qui serait effectivement plus libre, plus juste, plus émancipé. Et moi, j'estime que c'est une direction qui est intéressante dans laquelle se diriger. Et donc, ce que je propose, et l'invitation de mon bouquin, c'est pas nécessairement d'adhérer à une organisation d'extrême gauche, parce que ça, c'est pas à moi de le dire, mais d'avoir des débats politiques sur la politique, en fait. D'arrêter d'avoir des débats qui sont sur est-ce qu'il y a une croix ou non sur le yaourt, mais des débats qui sont des vrais débats politiques et qui nécessitent de prendre un peu de hauteur, parce que là, on n'y est pas du tout. Voilà. Merci, Alex Maudo. J'ai une petite question du coup pour toi. Par rapport à tous ces discours assez réactionnaires, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont plutôt diffusés et entretenus par le public, ou que ce sont plutôt des acteurs, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais soit des personnes qui sont investies en politique ou d'une manière ou d'une autre dans la production de contenu, dans le social? Est-ce que tu vois la distinction que je veux faire? Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Alors sur le wokisme, c'est très clair, c'est très clair, c'est relativement clair. On a, alors il faut prendre toujours plein de pincettes avec les sondages d'opinion. C'est un outil, on sait sociologiquement que c'est un outil très très imparfait. On a en France une enquête qui a été menée par l'IFOP où on a demandé à un panel représentatif, machin, etc. La question c'était, me semble-t-il, est-ce que vous avez entendu parler du mot wokisme, et si oui, est-ce que vous êtes en mesure d'en donner une définition? On vérifie pas si la définition était bonne ou pas, et on a 8 personnes sur 100 qui répondent oui à ces deux questions. Okay. Donc 92% des gens qui soit n'en ont jamais entendu parler, soit en ont entendu parler mais estiment ne pas savoir ce que c'est. Donc la question à ce niveau-là, elle semble relativement tranchée. Ce n'est pas un débat qui vient d'en bas. C'est un débat qui vient d'en haut, en réalité, qui vient d'une mobilisation qu'il faut analyser comme telle, d'une mobilisation d'intellectuels et d'une mobilisation de politiciens. Quand on regarde la séquence, effectivement, le wokisme en France, le terme, le néologisme, il est formé par qui? Il est formé par des gens qui travaillent à la Fondation pour l'innovation politique, qui est un think tank proche du Parti Les Républicains, ce qui par ailleurs, ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est nécessairement faux et biaisé et scandaleux, mais en l'occurrence, c'est qui ils sont, et qui ont été mobilisés ce terme pour parler à qui? Pour parler notamment à des ministres, à l'époque, beaucoup Jean-Michel Blanquer, et pour parler dans les médias. Et donc moi j'ai tendance j'ai pas tendance, je le dis explicitement, c'est une mobilisation qui vient d'en haut, complètement. Ça veut pas dire que ça a été construit de toutes pièces. Si personne ne regardait les séquences et personne ne lisait les articles qui parlent de ce truc-là, évidemment ça n'existerait pas. Mais effectivement là, il n'y a pas eu manifestement une mobilisation populaire pour mettre à l'agenda la question du wokisme. Ce qui peut conduire d'ailleurs les anti-wok à s'en plaindre. Mathieu Bock-Côté, pendant la campagne présidentielle de 2022, s'est beaucoup plaint du fait que les débats avaient plutôt tendance à aller dans le sens du pouvoir d'achat que du maintien de la civilisation française. Et lui estimait que c'était donc son entre guillemets populisme, sa défense entre guillemets des gens normaux s'arrêtait quand les gens normaux préféraient savoir s'ils allaient avoir de quoi bouffer à la fin du mois plutôt que de savoir si c'était dangereux d'utiliser l'écriture inclusive, quoi. Oui, je pense que c'est intéressant de se poser cette question, notamment parce qu'on peut, je pense peut-être probablement plus sur Internet, mais on peut parfois être un peu confus à ce niveau-là, avoir l'impression qu'il y a plein de gens qui parlent de ça ou qui prennent des postures tranchées là-dessus, alors qu'en fait, c'est probablement une petite minorité de la population, et que la plupart des autres, comme tu le disais dans le sondage que tu cites, ils ne se posent pas trop la question, ou ils en ont vaguement entendu parler, mais ils ne savent pas trop eux-mêmes ce qu'il en est, quoi.
Là-dessus, c'est un truc qui est intéressant parce que je sais que vous êtes dans ton podcast engagé autour aussi des questions d'esprit critique. Oui. C'est que souvent, on va proposer, on va théoriser ou défendre l'idée qu'en fait, il faudrait que le public, par des formations d'éducation populaire, notamment, développe en fait une meilleure littératie médiatique, soit capable davantage de décrypter le vrai du faux de l'info, de comprendre voilà, quand est-ce qu'on est en train de les embrigader, quand est-ce qu'une info scientifique est mal présentée, etc. Alors tout ça, c'est vrai. Moi, je suis absolument pas en désaccord avec quiconque qui dit ça. C'est vrai, c'est bien de savoir bien comprendre l'info, mais il faut aussi être en mesure de comprendre que, dans une diète médiatique de quelqu'un qui aimerait suivre l'info, on va avoir tout un tas d'infos qui vont arriver la journée et la plupart des gens travaillent déjà 8 heures par jour, voire plus, ont envie de passer du temps, le temps qui leur reste quand ils ont fini de faire les courses, faire le ménage, préparer la nourriture, aller chercher les enfants à l'école, les aider à faire les devoirs, etc. Ils ont envie de regarder des films qui leur plaisent, d'écouter de la musique qui leur plaît, de faire l'amour avec la personne qu'ils aiment et de marcher dans la campagne en regardant les petites fleurs et les petits oiseaux. Ils n'ont pas envie d'aller se taper une contre-revue de presse pour savoir si la terrible affaire du sandwich de Berlin était vraie ou fausse. D'autant plus qu'il faudrait faire ça en fait. Et là, il y a un problème de déontologie médiatique en fait, c'est que moi, je déplore le fait que certaines figures en fait médiatiques, au nom de leur statut d'éditorialiste, se sont affranchis des règles de la déontologie, se sont accordés le droit de mentir. Et là, il y a un problème. En fait, il y a un problème qui est un problème pour le coup de profession, parce que les journalistes sont des gens qui sont pas malveillants, hein, notamment les journalistes de terrain sont des gens qui veulent faire leur travail sérieusement et qui ne supportent pas en fait. Moi, j'ai l'occasion de causer à quelques journalistes, y compris des journalistes de médias qui sont pas Mediapart et je sais pas, la quinzaine de la quatrième internationale, et qui disent moi ça m'atterre complètement, ça m'attriste. J'essaye de travailler sérieusement et à côté de ça, on a Zozo qui débarque avec sa théorie sur je sais pas quoi et qui a pas vérifié l'info et qui dit n'importe quoi. Oui, tout à fait. Et comme tu le disais un peu tout à l'heure aussi, il y a une sorte, on monte un peu les choses en épingle quand tu vois le nombre d'articles dans les journaux de droite en France qui parlent du wokisme, des différents sujets qui gravitent autour de ces thématiques. On a l'impression que c'est un truc omniprésent qui pose plein de problèmes, alors que de nouveau, comme tu le disais, la plupart des gens ne savent même pas vraiment ce que c'est et ne sont pas dans leur environnement proche, en fait, confrontés à des choses en lien avec ce problème. À l'UNIF à laquelle ils vont, il n'y a pas ou peu de problèmes en lien avec ça. Dans leur quartier, c'est pareil. Et voilà, en fait, c'est un gros décalage quand même à ce niveau-là. Ouais, moi, une affaire, par exemple, qui a encore eu lieu récemment, qui a le chèque année, c'est la prétendue interdiction. Ça, c'est un super exemple, tu vois. L'interdiction de fêter la fête des mères. Parce qu'il y a une fête où il y a une école où les gens ont appelé ça la fête des gens qu'on aime ou je sais pas quoi. Moi, je pense que je vis dans un milieu relativement wokiste entre guillemets, si on prend le terme au sérieux, ce qui n'est pas mon cas. J'ai des amis qui parlent en écriture inclusive, tu vois, qui vont dire celle ou yel ou qui sont vraiment. Il se dit même que je fréquente certaines personnes qui sont non binaires, voire pour certaines d'entre elles transgenres. C'est quelque chose d'assez avancé, quoi. Puis moi, j'y travaille sur un campus, donc je connais littéralement personne qui n'a pas fêté la fête des mères autour de moi, sauf les gens qui ont perdu leur maman, quoi. Enfin, malheureusement, ou qui ont deux papas. Voilà. Par contre, un truc qui est vrai, c'est que cette crainte d'avoir des gens qui disent parent 1, parent 2, là, en réalité, elle n'est pas liée au départ au fait que les gens ont peur du mot mère et père. Elle est liée au fait qu'il y a des couples homosexuels et que dans un couple homosexuel, on ne peut pas avoir une mère et un père, puisque une mère, c'est une femme. S'il y a deux pères, c'est père 1 et père 2, parent 1 et parent 2. Et donc, la raison pour laquelle on a cette catégorie qui a émergé, et là, tu vois la victimisation qui revient, c'est-à-dire, ah mon Dieu, on va m'interdire de fêter la fête des mères. C'est bon. On va m'interdire de fêter la fête des mères. Non, en fait, on va juste faciliter un tout petit peu la vie de quelqu'un d'autre, en fait, et toi, ça va avoir aucun effet sur ta vie. Mais on reste bloqué dans ce machin, tu vois. Et effectivement, tu vas demander, mais vous connaissez quelqu'un à qui on a dit, genre, t'as pas le droit de fêter la fête des mères? Non, en réalité, personne.
Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des petits détails qui ont un capital symbolique important et qui servent de champ de bataille à des gens qui veulent défendre une idéologie plus large, en fait. C'est un peu une excuse pour pouvoir mettre un pied quelque part pour dire nous on défend ça, dégagez, bande de woke. Ouais, et qui va à côté de ça s'accompagner d'une espèce d'énorme hypocrisie en ce qui concerne des cas qui sont tout à fait sérieux. Alors, moi, je prends un exemple dans le bouquin qui est l'exemple de l'université de Leicester. À Leicester, en fait, il y a un administratif à cause de réformes structurelles de l'université au Royaume-Uni qui a organisé en fait un plan social. Et ce plan social a été il y a des questions de loi, de code du travail au Royaume-Uni. Si tu fais un plan social pour des raisons budgétaires, les personnes que tu vires ont le droit, si elles font une procédure contre toi, de consulter tes comptes pour voir s'il y a vraiment des problèmes de budget qui justifient de les virer. En tout cas, moi, c'est comme ça que les personnes qui ont été virées me l'ont expliqué. Et donc, pour justifier de ce truc-là, ils ont préféré dire non, non, en fait, c'est pas ça. C'est que nous avons décidé de restructurer certains départements et donc leur expertise n'est plus nécessaire et donc on va les remplacer par des enseignants, notamment dans le département de lettres. On va remplacer nos enseignements par des enseignements beaucoup plus dynamiques sur la classe, le genre, la race, la décolonisation, etc. Et donc là, paf, t'as une arrivée d'un seul coup de journalistes qui vont dire scandale à l'université de Leicester. Ils veulent cancel Chaucer, hein, c'était la façon dont c'était présenté. Chaucer, qui est donc l'auteur des contes de Canterbury, notamment, qui est un grand auteur du patrimoine littéraire britannique, que j'ai pas lu, et qui donc serait interdit maintenant à l'université à cause des woke, etc. Et l'université a rétropédalé. Il y a eu notamment une levée de bouclier. Puis surtout, en fait, c'est bête parce que les gens qui allaient être virés, c'était les gens qui faisaient les cours sur le genre, la race, etc. Donc ils disaient, ouais, en fait, le problème, c'est que là, vous êtes en train de virer les gens. Donc ils ont changé de justification. Les journalistes sont partis et les gens ont quand même été virés. Et là, il y a une injustice qui est profonde parce que, en fait, les gens ont quand même perdu leur emploi. Et quand ils ont vraiment perdu leur emploi, ils se sont retrouvés seuls, en fait. Personne n'en a plus parlé parce qu'il n'y a plus la possibilité de dire ah là là le wokisme machin et trucs, on était déjà passé à autre chose. Et donc là il y a pour moi quelque chose qui est du domaine du scandale et de l'hypocrisie qui est tu vois, on va sortir des affaires sérieuses par rapport à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure en disant ouais mais là vous parlez que des cas qui sont clairement ridicules. Pas des cas qui sont vraiment graves. Alors déjà, c'était pas moi qui ai parlé des cas qui étaient clairement ridicules en premier. Moi, j'ai juste fait leur archivage. Donc, si vous vouliez pas qu'on parle des conneries que vous dites, il fallait pas dire de conneries. Je suis désolé, petit coco. Et puis ensuite, à côté de ça, ouais, en fait, il y a des trucs qui sont sérieux. Et moi, j'aimerais qu'on parle des trucs qui sont sérieux parce que je pense pas que ce soit normal, en fait, de virer des profs. Je pense qu'il faudrait en embaucher davantage, au contraire. Mais en créant un débat public qui est scandalisé, qui est agité par le buzz et qui est pourri, on s'interdit d'avoir cette discussion-là. Donc la balle est dans le camp des anti-woke à ce niveau-là. S'ils veulent avoir un débat sérieux, il va falloir qu'ils parlent sérieusement. Ok. J'ai peut-être une dernière question pour terminer, ou plutôt un constat. C'est vrai que dans le mouvement plutôt sceptique, rationaliste, il y a aussi des gens qui se sont fait un peu connaître à diverses moments récemment ou moins récemment pour des postures un peu, ou très fort liées aux paniques morales, fort réactionnaires, que ce soit en lien avec la transidentité ou le féminisme ou d'autres sujets du style. Et une chose qu'on remarque souvent, mais je ne sais pas si c'est lié à ce milieu-là spécifiquement, peut-être que tu pourras nous en dire quelque chose, c'est que souvent ces personnes, au lieu d'assumer une idéologie politique plutôt conservatrice, d'assumer qu'elles n'ont pas envie que la société change sur ces points-là, elles préfèrent souvent recourir à toute une série d'arguments, soit supposément scientifiques, supposément en lien avec la société des Lumières, je ne sais pas quels autres trucs qui leur permettent finalement de ne pas dire simplement de ne pas assumer leur idéologie un peu conservatrice, quoi, et plutôt recourir à des pseudo-arguments scientifiques pour essayer de défendre leur posture. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve de manière générale ou est-ce que c'est un peu plus spécifique à des rationalistes réactionnaires chez nous? Non, c'est un truc qui se retrouve beaucoup justement chez les intellectuels organiques de l'idéologie réactionnaire, cette volonté de ne pas être étiqueté.
il y a eu en 2002 un petit bouquin qui est sorti, qui a été écrit par un professeur d'histoire des idées, me semble-t-il, qui s'appelait Daniel Lindenberg, et son bouquin s'appelait Le rappel à l'ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires. Et lui, sa question, c'était comment est-ce qu'on en est arrivé là? Là, c'était l'arrivée du FN au second tour de la présidentielle de 2002. Et pour expliquer comment on en était arrivé là, une des raisons pour lui, c'était que un certain nombre d'intellectuels avaient eu un parcours, en fait, les faisant passer d'une position plutôt libertaire vers une position plutôt réactionnaire. Et le fait de faire ces portraits, en fait, d'intellectuels, ça ne lui a jamais été pardonné. Alors, il a eu une campagne médiatique qui était absolument pathétique contre lui, jusqu'à après sa mort. Moi, j'ai entendu des émissions de répliques, notamment où on le comparait à un faiseur de liste et à quasiment un membre de la Stasi pour avoir osé faire un bouquin sur l'évolution politique de Michel Houellebecq. Et il a été vraiment l'objet d'un backlash énorme. Parce que plusieurs choses, et notamment parce que ce label en fait de néo-réactionnaire ou de réactionnaire, les personnes auxquelles il était appliqué n'avaient pas envie de se le voir appliquer, puisqu'il disait moi je le revendique pas, donc vous avez pas à me qualifier. Si je me qualifie comme inclassable, je suis inclassable. Donc non, c'est pas du tout original. Et puis comment dire, si vous lisez, alors là c'est un bouquin de 2015 qui s'appelle Le discours néo-réactionnaire, qui a été fait par une équipe et publié ensuite aux presses du CNRS, je sais plus quelle maison d'édition, mais bon, c'est une équipe de recherche scientifique autour d'un projet CNRS, c'est pas un petit gars dans son petit coin. Dans l'introduction, il est expliqué comment effectivement une partie de la rhétorique réactionnaire s'appuie sur le fait de se présenter plutôt comme les agents du bon sens, de la majorité silencieuse, de ce qui va de soi, de ce que tout le monde pense spontanément, etc. Et donc effectivement, c'est important. Alors moi, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais en tout cas, on pourrait dire un élément de la grammaire ou du répertoire de cette forme idéologique que de refuser d'être qualifié idéologiquement. Alors, réactionnaire ou conservateur, c'est pas des insultes en fait. C'est des labels qui sont considérés comme infamants, notamment réactionnaires, évidemment. Mais c'est pas une insulte d'être un conservateur. C'est pas une insulte d'être de droite en fait. On a le droit d'avoir une position politique conservatrice dans la société contemporaine, et on a le droit de dire que quelqu'un en a une. Ça veut pas dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous sur le fait de savoir s'il faut mettre du lait d'avoine ou du lait de soja dans le café, vous devez le traiter de facho, évidemment. Mais les idéologies, ça existe et on peut les qualifier, indépendamment de si les gens s'en revendiquent. Oui, tout à fait. J'ajouterais que si le fait d'être associé à l'extrême droite rendait les gens d'extrême droite, ce seraient les féministes qui viendraient d'extrême droite, dans la mesure où elles ont pris du féminazi depuis les années 90 et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas encore arrivé en fait. Voilà. C'est clair. Oui, c'est certain que moi je suis beaucoup moins dérangé si je croise des personnes qui assument leur idéologie conservatrice et qui, au lieu d'essayer de partir dans plein de justifications complètement pétées pour ne pas assumer simplement l'envie de non-changement dans la société, quoi. C'est parfois dingue. On voit ça sur la transidentité, par exemple, avec des arguments parfois complètement pétés au niveau scientifique, juste pour dire qu'on n'a pas envie de reconnaître la légitimité de la transidentité. On passe par des arguments hyper tortueux, où parfois on se demande, mais où est-ce qu'ils ont été inventés, ces trucs au lieu de dire non, nous on n'a pas envie qu'on dise que la transidentité c'est un truc légitime, on préfère dire que c'est un truc pathologique, par exemple. Bon, moi, là, c'est quelque chose d'un peu honnête, mais beaucoup de gens, finalement, n'assument même pas leurs idées. Il faut vraiment creuser pour finalement entendre leur vraie posture, parfois, derrière tous les arguments un peu tordus pour pas assumer les étiquettes, quoi. Ouais, mais là-dessus, j'ai envie de dire, que ce soit le racisme, le sexisme, la transphobie, restons sur la transphobie parce que c'est ce que tu évoques. Évidemment, la transphobie interindividuelle, je veux dire, tel créateur de contenu qui va du haut de son perchoir dire moi les personnes trans je reconnais pas que ça existe, ou déjà au nom de quoi, enfin là si on est censé être dans un espace scientifique, on va pouvoir commencer à dire ok attends excuse-moi
tu connais la littérature sur le sujet, t'as fait ton boulot, ou alors t'as juste été genre chercher les 3 faux psychologues là de l'observatoire de je sais pas quoi qui vont dire que c'est, enfin voilà. Donc là il y a l'éthique scientifique, puis après il faut pas non plus, je pense, entrer dans une diabolisation individuelle des personnes, dans la mesure où on est sur des plateformes, en fait, on va parler de YouTube, on va parler de quoi que ce soit, de Twitter, etc., qui sont des plateformes individualisantes. À cause d'effets d'algorithmes, à cause d'effets de professionnalisation, il y a cet effet de moi j'ai ma relation parasociale avec tel créateur de contenu qui va m'apprendre des choses sur tout un tas de sujets et qui est incité également à un moment donné aussi à se sentir un peu omnicompétent parce que il a le besoin en fait de créer. Vous pouvez pas faire des vidéos toute votre vie sur la chimie du fromage ou sur tu vois, j'en sais rien moi. Enfin, on peut en faire beaucoup, mais à un moment donné, on a une incitation à se diversifier. C'est mon cas aussi, hein. Enfin, c'est le cas de tout le monde. Et là-dessus, je pense qu'il faut être conscient et consciente du fait qu'on a affaire à des entreprises qui ne nous veulent pas du bien, qui sont des gens qui nous mettent au travail en fait, hein, les fameux GAFAM, qui construisent aussi des machines à engagement qui favorisent ce type de comportement, ce qui ne délégitime pas évidemment les critiques de comportements qui seraient pas acceptables sur le plan interindividuel. Mais là-dessus, moi, j'ai envie de poser la question à l'audience de ces gens. C'est quand la dernière fois que vous avez regardé une vidéo, écouté un podcast, lu un article d'une personne qui est soit trans, déjà, parce qu'en général, les personnes trans, elles ont tendance à quand même un tout petit peu se documenter sur leur situation, parce que il y a plein d'enjeux scientifiques, il y a plein d'enjeux biologiques. Enfin, un truc qui me fait rouler des yeux à chaque fois, c'est genre les gens qui disent les personnes trans ignorent la biologie. Genre, discuter 5 minutes d'hormonothérapie avec une personne trans, vous allez voir que c'est des gens qui savent très bien comment ça marche. Et il y a plein de gens qui produisent des trucs super intéressants là-dessus. Par exemple, on peut penser récemment à Daisy Le Tourneur qui a écrit son bouquin On n'est pas mec. On peut penser à la chaîne XY qui diffuse des contenus d'analyse de l'actualité. On peut penser à la personne de référence sur la question la personne de référence, non, c'est pas la personne de référence. Une personne très intéressante sur la question de la transidentité, c'est une biologiste au départ de formation, Julia Serrano, qui explique très bien dans son bouquin comment marche la biologie de la transition aussi, et qui a une discussion véritablement pour le coup scientifique en fait du truc, qui est sur des modèles qui sont très très parfois même moi qui suis sociologue, je suis un peu choqué en me disant bon, est-ce que tu penses pas que tu vas un petit peu trop dans l'excel? Mais enfin elle connaît son sujet, et ça c'est aussi une façon de procéder, c'est-à-dire de dire c'est pas les personnes concernées savent tout mieux parce qu'elles sont concernées, c'est souvent les personnes qui s'intéressent le plus au sujet sont également impactés par ce truc-là dans leur vie et donc vont avoir des choses intéressantes à dire. Et là-dessus, il y a, tout comme on aime diversifier notre diète médiatique sur le plan idéologique, on peut aussi aimer la diversifier sur le plan des sujets, sur le plan des spécialités, sur le plan des parcours des gens qu'on écoute. Et là-dessus, ouais, à mon avis, il faut pas hésiter à se dire, j'en sais rien, moi, machin chose chouette, parce que je sais pas de qui on parle en vrai, il a son avis, mais quand est-ce qu'on a écouté quelqu'un qui est spécialiste sur la question? Parce que moi, je peux vous donner mon avis sur l'astrophysique, par exemple, hein, mais ça ne vaudra pas un pet de lapin. Ouais, c'est ça. Alors que pourtant, je vis dans l'espace, donc je suis concerné. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, ce que tu disais, c'est que les gens s'inscrivent vraiment dans des tendances historiques et que, oui, voilà, c'est les idées verbalisées par une personne ne viennent pas uniquement de la personne elle-même, ça s'inscrit vraiment dans quelque chose. Ça amène aussi à se demander finalement qu'est-ce qui fait que les gens eux-mêmes ont été pris ou ont eu tendance à aller spontanément s'accrocher à cette idéologie réactionnaire quand elle est passée plutôt qu'à autre chose. Bon, ça c'est une autre question, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet, mais ça questionne aussi, quoi. Ouais, non, c'est sûr. On n'est pas les petits héros. Et moi, je suis assez à ce niveau-là. Comment dire? Je suis dans le Twitter de gauche. Je veux dire, c'est pas un secret. Il y a un petit chat derrière moi. Vous voyez une ombre qui bouge, c'est un petit chat qui a faim. Et donc, je suis dans le Twitter de gauche où on a souvent effectivement des scandales sur un tel a dit tel truc dans sa vidéo, un tel a fait. Et moi, ça me fait souvent un petit peu rouler des yeux parce que j'aimerais bien qu'on individualise un peu moins ces trucs-là. Alors évidemment, c'est encore une fois, je criminalise pas les gens qui le font parce que
moi aussi, je suis dans ces jeux d'algorithmes, tout le monde l'est de toute façon. Et effectivement, de voir comment un espace est structuré. Et moi, je pense que quelque chose à ce niveau-là qui est très positif, pour répondre à ta question, sur l'émergence de discours absurdes sur le féminisme, sur le racisme, sur oui, je vais te donner à manger bientôt, sur toutes sortes de choses dans, dans la sphère sceptique. Ça n'a pas été le fait d'aller engueuler les gens qui disaient ces trucs-là, mais ça a été le fait de de produire des contenus alternatifs en fait. Et on a des gens super qui se sont mis à le faire en fait et qui se sont mis à faire des trucs. Enfin voilà, je citais Politicon tout à l'heure par exemple. Ouais. Karim, c'est quelqu'un qui fait un travail qui est impressionnant, qui est super bien, qui est vraiment bien documenté sur ce sujet et let's go quoi. Ok, c'est une remarque intéressante. En tout cas, ça fait réfléchir. Ok, mais voilà, je propose qu'on clôture tout doucement là-dessus. On a couvert pas mal de choses finalement, avec ton livre et puis avec d'autres questions un petit peu autour. J'espère que ça aura pu intéresser les auditeurs et les auditrices. On va mettre en tout cas dans les descriptifs de la vidéo la plupart des références. Je les ai notées un peu au fur et à mesure. Donc, si vous voulez vous référer à un livre ou un travail cité, vous aurez la liste en dessous. Et voilà, mais je te remercie d'être venu partager un petit peu ton travail avec nous. C'était vraiment intéressant en tout cas et très clairement expliqué, je trouve. C'est un plaisir. Merci. À une prochaine fois alors.